Ça y est, on y va. Bonjour, je tiens déjà à remercier tous nos sponsors, Restaurant Gaïa, Restaurant Alma, Level Training, The Office et PC3. N'hésitez pas, si vous voulez être dans notre podcast comme sponsor, contactez-nous. Tout est possible chez nous. Bonjour Chloé. Aujourd'hui, on reçoit Christelle qui on va parler du bonheur au travail. Je te laisse présenter, tu as environ 15 à 30 secondes, sans pression, et présente-toi. Écoute, moi, je suis Christelle et je viens ici vous parler de tout ce qui concerne le bonheur au travail. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont au travail et qui sont pas heureuses. Et que d'un côté, on a des employeurs qui se disent: «C'est pas de ma faute, je suis pas responsable du bonheur» et de l'autre côté, j'ai des salariés qui me disent: «Mais moi, je peux pas être heureux si ça va pas bien au travail». Et moi, je pense qu'il y a des solutions. Et justement, Christelle, alors pourquoi tu fais ce travail aujourd'hui? Pourquoi je fais ce travail? Parce que ça fait, j'ai passé plus ou moins 15 ans dans le secteur financier. Et dans le secteur financier, les 10 dernières années, ou allez, presque les 10 dernières années, j'ai représenté les banques en tant qu'employeur. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défendu les banques en tant que patron et j'ai vu des choses dans les départements RH où j'entendais des employeurs qui me disaient: «Oui, j'ai du mal à recruter, ça va pas bien, les salariés sont pas heureux, j'entends qu'il y a plus de burn-out» et de l'autre côté, je négociais avec les syndicats et je voyais les syndicats qui nous disaient: «Mais oui, mais les salariés, ils sont pas heureux, ça va pas, il y a des dépressions, il y a une pression pas possible». Et moi, je me suis toujours dit: «Mais tout le monde le dit. Un salarié heureux, c'est un salarié qui est productif et donc fidèle» et donc je me dis: «Mais tout le monde le sait, tout le monde le dit. Pourquoi on le fait pas?» Pourtant, c'est simple. Qu'est-ce que tu apprennes par dire que c'est ça? Comment on peut avoir un employé content et un employeur content? Dans quel on peut jouer, on peut commencer où ces moments-là? Est-ce qu'on peut. Et pour moi, on se dit toujours, quand on se place en tant que salarié, on voit l'autre comme la cause de notre malheur. Quand on se met en tant qu'employeur ou DRH, je veux pas dire qu'on se dit que le salarié est la cause de notre malheur, mais en fait, on ne prend pas ses propres responsabilités ou souvent on essaye d'éviter de les prendre. En fait, les 2 ont la solution. Pour moi, le bonheur au travail, ça s'attaque des 2 côtés. On a d'un côté, là, il y a la société. D'un côté, on a la manière dont l'employeur, le chef, le boss, le N+1, le manager traite ses salariés, donc au niveau de l'équipe. Et de l'autre côté, eh ben, on a un salarié qui doit aussi se dire: «Mais qui je suis? Est-ce que ce travail, c'est ce qui me correspond? Est-ce que ça remplit mes valeurs? Et si ça remplit pas exactement mes valeurs principales, bah, comment est-ce que je fais pour adapter mon travail? Ou alors, bah, si vraiment il n'y a pas de solution, qu'est-ce qui me plaît vraiment et comment est-ce que je fais pour que ces valeurs, en fait, je les honore?» Donc en fait, pour moi, il y a 2 solutions. Il y a le fait que d'abord, on doit former les employeurs, former les managers à une communication, à de la gestion de conflits, au coaching, le coaching mindset, la manière en fait dont on va interagir avec ses salariés. Et de l'autre côté, eh ben, je pense qu'il faut aussi re-responsabiliser les salariés et les personnes en tant que telles, pas que au niveau du travail, mais mon contexte là, c'est le travail. Mais si on ne sait pas qui on ne peut pas savoir ce qui nous plaît. Et est-ce que tu penses que justement les gens en ont conscience de ça? Est-ce que tu penses parce que changer, ça demande quand même, une remise en question, avoir envie de changer et ça pour certaines personnes, c'est difficile. Qu'est-ce que tu en Ah bah, le changement, c'est toujours difficile. Ça, c'est sûr. Le changement en tant que tel, on n'est pas fait pour le changement. Parce que le changement, ce qui se passe dans le cerveau, c'est qu'il faut se réadapter. Et donc réadapter, ça demande de l'énergie, ça demande de l'effort. Donc le changement, c'est jamais facile. La question qu'il faut se poser, c'est ce que je fais aujourd'hui, comme je me sens aujourd'hui, est-ce que je veux le garder? Et si je veux pas le garder, finalement, qu'est-ce que je fais? Et je suis toujours en pouvoir, j'ai toujours le pouvoir. C'est ça qui est génial dans la vie, c'est que on a le pouvoir de changer. On a des peurs, c'est sûr, elles sont là, elles nous ont servi. Peut-être qu'elles nous servent plus maintenant, peut-être qu'elles nous servent encore, mais il faut les comprendre. Et c'est pour ça, se comprendre, c'est la base de tout changement. Si on ne se comprend pas, quand on se comprend, on peut finalement se décider: est-ce que je veux changer ou est-ce que je ne veux pas changer? Est-ce que ça me sert cette chose-là ou est-ce que ça ne me sert pas? Mais si on ne se comprend pas, on peut même pas
se dire qu'on veut changer. Qu'est-ce que tu en penses actuellement que tu es au Luxembourg, Oui, que tu exerces ici ta oui. profession? Qu'est-ce que tu en penses de, du Luxembourg, de la société, des gens? Parce que moi, je vais te parler, par exemple, j'ai plein de gens qui sont autour de moi qui ne sont pas contents, qui ne sont pas contents. Mais ils n'arrivent pas à changer. Et ça, pour moi, j'ai du mal à comprendre ça aussi. J'ai du mal à comprendre comme quelqu'un n'est pas heureux, que quelqu'un n'est pas content et qui fait 8 heures, voire plus, 8 heures de travail par jour dans un lieu que ça ne plaise pas du tout. Qu'est-ce que, dans le milieu, est-ce que tu trouves assez souvent ces gens-là? Est-ce que tu peux les aider à trouver leur bonheur au travail? Pas forcément les personnes qui viennent me voir, c'est pas celles chez qui tout va bien, qui se disent: «Super, je fais une vie super». Ils ont pas besoin de moi. Hem, Effectivement, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a la plupart et c'est ce qui m'a poussée, en fait, à faire ce travail-là. C'est que je me dis: «Mais il y a tellement de personnes qui ne sont pas heureuses au travail et on passe tellement de temps au travail». Toi, tu dis 8 heures. En vrai, pour les frontaliers, c'en est 10 parce qu'il y a les temps de transport, il y a le on passe énormément de temps sur le lieu de travail et si on n'est pas bien là, mais alors on a la moitié de notre vie qui n'est pas bien. Bah, fou. Donc oui, forcément, je peux aider, mais je pense que c'est la personne elle-même qui doit s'aider elle-même. Finalement, moi, mon travail, c'est que je suis quand un facilitateur. Moi, j'aide, j'accompagne et d'ailleurs, mon travail en tant que formateur, mais aussi en tant que coach, on n'arrive pas en donnant des solutions. Ça, c'est le formateur, il arrive, il propose des solutions. Le coach, lui, il est juste là pour poser des questions. Donc en fait, il y a des personnes qui sont pas heureuses, il y en a beaucoup et on statistiques qui montrent que les burn-out, bah, sont toujours plus fréquents. Donc oui, clairement, c'est ça. Hem, donc il y a des personnes, c'est difficile, mais il y a des solutions parce qu'en fait, on a toutes les compétences en nous pour aller de l'avant. Moi, j'avais vu une étude qui parlait des personnes qui, c'était aux États-Unis donc mais qui parlait des personnes qui, travaillaient dans les hôpitaux et qui nettoyaient, en fait, les chambres des patients. Donc c'est pas un boulot qui est forcément super sympa. En plus, aux États-Unis, on sait pas trop comment sont les conditions de travail, mais c'était pas forcément le travail où on se dit: «On se lève le matin, je rêve d'aller faire ça». Et pourtant, ils avaient trouvé une personne qui, elle, était particulièrement heureuse dans son travail. Donc ils sont partis l'interviewer, ils lui ont demandé: «Mais qu'est-ce qui fait que tu es tellement heureuse à faire ce travail-là?» Mais en fait, elle s'était rendue compte, parce qu'elle se connaissait, que ses valeurs principales, c'était celles d'avoir un impact sur la société et en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle avait décidé, elle avait pris la liberté, quand elle faisait le ménage, et ben, elle passait dans les chambres et une fois par semaine, elle prenait les cadres des chambres des patients et elle les échangeait. Elle avait rien demandé à personne, mais elle faisait ça. Et en fait, en faisant ça, elle avait l'impression d'avoir un impact positif sur la vie des patients. Parce qu'elle se disait: «Ils sont là tellement de temps et ben, moi, je leur apporte de la joie parce que je change leur quotidien». Déjà, j'entretiens là où ils sont, donc ils sont bien là où ils sont et en plus, je leur apporte de la joie en changeant. Bon, peu importe, mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, dans tous les travaux qu'on a, on a la capacité de pouvoir se l'approprier d'une certaine manière. Peut-être pas partout, partout, mais on peut toujours rapporter sa touche quelque part, qui est en accord avec ses valeurs. Mais pour que ce soit possible, il faut se connaître. Et c'est ce que moi je défends finalement. Oui, c'est dur. D'ailleurs, le monde a changé. Le monde est plus difficile aujourd'hui. Si on prend, les générations, précédentes, il y a 30 ans, bah, l'immobilier était moins élevé, c'était plus facile de se loger, il y avait moins de trafic, il y avait peut-être plus de travail, les salaires, montaient peut-être plus vite, il y avait moins d'inflation. C'est vrai, le contexte était différent, mais aujourd'hui, malgré tout, on a la possibilité, en nous, de faire cette démarche, au moins de se connaître et après de décider d'avancer. Moi, j'ai plein de questions à te poser, mais je te laisse Chloé rendre la parole parce que j'ai la tête. Il faut trop de poser des petits quand mais tout ça, c'est super intéressant, vraiment, c'est tout. Mais en fait, on se rend compte qu'au travail, il y a cette partie donc un peu chiffrée, objectif chiffré et on se rend compte que finalement, l'intelligence émotionnelle, elle devrait plus, faire part d'une comme tu le disais, d'une certaine communication et je pense que ça ferait sens. C'est sûr, parce que les premières choses auxquelles on pense,
C'est ce qu'on appelle les KPI, les chiffres finalement, les statistiques de l'entreprise, les chiffres. Ben, on pense, chiffre d'affaires, on pense, rendement, peu importe. Je suis pas comptable, donc mais il y a tous ces éléments-là. Mais au final, on peut aussi mesurer le bonheur au travail. On peut le mesurer dans le turnover. Combien de personnes quittent l'entreprise? Est-ce que j'ai une facilité ou pas à recruter? Est-ce que mes salariés restent longtemps? Est-ce que j'ai de l'absentéisme? Est-ce que mes salariés sont souvent malades? Parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui se sent bien dans une entreprise, eh ben, elle a moins tendance à se dire: «Bah, j'ai un petit mal de tête, je reste chez moi». Elle se dit: «Bon, j'ai un peu mal à la tête, j'y vais». Voilà, il faut toujours garder la santé en premier, ça c'est une chose. Mais on a quand même des chiffres qui nous permettent de voir il y a des impacts positifs quand on met en avant tout ce qui est intelligence émotionnelle. Ça fait partie des compétences qui sont finalement applicables dans tous les domaines. Donc c'est pas savoir faire des PowerPoint, ça c'est une chose. Les compétences techniques, c'est une chose. Ce qu'on appelle les soft skills, ça, il faut absolument le développer. Moi, je pense, ça c'est mon avis personnel. Après, à toi de juger si c'est vrai ou pas. En tant que coach, je juge pas. Ah, juger, c'est peut-être un mot très fort, mais donner ton opinion. Alors moi, je pense que la société, actuellement, elle vit encore suivant les rêves des parents, ou alors elle est ancrée dans les enfants que tu dois faire ça, tu dois travailler à la banque, tu dois travailler à l'État, tu dois travailler, tu sais, de les motiver, ces enfants, en fin de compte, à faire quelque chose que peut-être qu'ils aiment pas, mais comme il met une graine déjà dans le cerveau, l'enfant, quand il arrive à l'école, quand la question, il est demandé: «Qu'est-ce que tu veux faire?» «Bon, je vais travailler à l'État, je vais être policier, je vais être pompier, je vais être, comptable pour, une grande organisation de l'État». Tout pour que les parents, c'est de mon impression, pour que les parents, ils disent comme ça: «Mon enfant, il est en sécurité». C'est-à-dire, moi, j'ai construit la vie. Maintenant, mon enfant, il est en sécurité. Moi, je vais être tranquille. Mon enfant, il va recevoir 14 salaires, 13 salaires, peu importe l'État. Il a une bonne paye. Ils peuvent pas le foutre dehors. Tout est stable. 2e step, il achète, un immobilier. 3e step, il se marie. 4e step, un enfant. 5e step, Et 6e step, il divorce. 7e step, il fait un burn-out. 8e step, bah, on ne sait pas s'il met 1 an pour s'en remettre. exactement. Mmh. Et ça, c'est ma question, c'est, tu ne penses pas que ça vient déjà, heu, dans notre cerveau, sans que nous on le sache? Mmh. Et toutes ces gens, moi je dis toujours à ces gens, je dis comme ça: «Arrêtez, vous aimez pas quelque chose, arrêtez tout de suite. Mais j'ai un crédit à payer, j'ai mon enfant que maintenant il est au collège privé, j'ai» alors ils ont mis tellement la barre haute que le salaire X, s'ils doivent faire un nouveau travail, le salaire il baisse et ça veut dire tout ça, il va en bas. Je te Je suis laisse d'accord. Non, non, je suis c'est vrai, tu as raison, c'est un vrai problème et alors comme dit, moi je viens à la base du secteur financier, les salaires sont très élevés et j'ai discuté avec pas mal de personnes qui ont l'impression d'être finalement enfermées dans le salaire. Ils se disent: «Mais moi je peux rien faire d'autre». Et en fait, c'est là que, tu vois, j'avais ce matin encore un client avec qui j'avais cette discussion-là, où on est revenu en lui disant: «Mais rappelle-toi, on a fait un travail sur les valeurs. Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes valeurs profondes? Et finalement, à quel niveau tu les mets? Laquelle est le plus importante?» Hiérarchise. Parce qu'en fait, c'est ça qui va te permettre de te dire: «Est-ce que maintenant si l'argent c'est ta valeur et c'est légitime, ça peut être la tienne, ou la tienne ou peu importe, mais si l'argent c'est une valeur qui est extrêmement importante, alors dans ce cas-là, effectivement, on peut pas changer parce que d'un autre côté, on y trouve notre compte». Et la question, c'est toujours de savoir comment je fais pour y trouver mon compte. Si au final, j'ai tout construit, j'ai un bon salaire, j'ai tout, mais que ça ne fait pas partie de mes valeurs, ou alors que dans ma hiérarchisation des valeurs, c'est un peu plus bas, eh ben, il faut que je trouve un moyen d'honorer mes valeurs qui sont plus au-dessus. Alors est-ce que ça va être le but
Et ça, c'est ce que je fais moi quand j'accompagne les personnes. La vie, elle est jamais ou toute blanche ou tout noir. Il n'y a pas de je vais rester toute ma vie dans un travail qui ne me plaît pas, je vais tout quitter et puis j'aurai plus un rond. C'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Il y a tout un panel de possibles entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver notre compte avec les éléments qu'on a? En fait, c'est ça la question. Le monde, on peut le changer en partie. En fait, on change son monde. Et justement, avec le monde qu'on a là, comment on fait pour qu'on puisse se sentir bien? Et il y a toujours des compromis à faire. La question, c'est lesquels? Et lesquels me font le moins mal? Est-ce que c'est peut-être ne plus mettre mon enfant en école privée ou voilà. C'est ça. Mais quand tu parlais de connaissance de soi, justement, donc pour se connaître soi-même, est-ce que, je rebondis par rapport à ce que disait Joao, le fait que peut-être, depuis l'enfance, on essaye en fait, on n'est pas vraiment soi-même parce que lorsqu'on est soi-même, bah, finalement, des fois, ça peut déranger. On lorsqu'on a envie d'être pleinement soi-même parce que les enfants sont naturels, il faut dire jusqu'à un certain âge, ils sont, voilà, ils sont vifs quoi, ils sont eux-mêmes et c'est vrai que souvent, bah, quand ils sont vraiment eux-mêmes, ben, on leur laisse pas, cette place donc finalement après on se conditionne à être quelqu'un d'autre pour peut-être, satisfaire ses parents, peut-être, rentrer dans des cases, se dire, bah, finalement qu'on fera pas de bruit, on sera moins on dérangera moins et peut-être c'est ça aussi qui fait qu'après on ne sait plus à l'âge adulte qui on est. Puisque finalement cette partie de nous qui était, tellement, naturelle, qui était nous-mêmes, bah, finalement on l'a enfuie. Comment on fait alors justement pour, se retrouver? Bah, déjà, en tant que personne adulte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est toujours en pouvoir. Donc, on peut toujours décider d'apprendre à se connaître et de changer ce qu'on veut changer. La deuxième chose, je pense qu'en tant que parent, il y a tout ce qui est éducation bienveillante, c'est une chose, mais il y a aussi se connaître soi-même en tant que parent. Qu'est-ce qu'on veut pour notre enfant? C'est pas forcément ce que notre enfant voudra plus tard. Donc en fait, c'est revenir à la base. Ce que tu disais tout à l'heure, je veux que mon enfant il puisse aller, travailler à l'État. Tu vois, c'est finalement qu'est-ce qu'il y a derrière? Non, en général, l'idée c'est finalement qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est parce qu'il faut absolument travailler à l'État ou est-ce que c'est parce que je veux que mon enfant soit en sécurité? Donc la sécurité, pour moi, c'est ça. Comment est-ce que j'arrive à, en tant que parent, à faire en sorte que mon enfant soit en sécurité, tout en étant capable d'exprimer qui il est. C'est ça, il faut éduquer les parents aussi. Et je trouve que, moi je ne critique, bon, nous on n'est pas là pour critiquer aucun, système, heu, ni État, ni absolument rien du tout. Mais je trouve que souvent le système scolaire, des fois, il est très ancestral par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mauvais, mais qu'il a un petit impact aussi. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, il y a des enfants, qui s'expriment d'une certaine façon et que des fois ils vont devenir, quelqu'un de très important, mais qu'ils étaient critiqués tout au long. Il y a des enfants que peut-être, ils ont pas cette capacité mentale. Je te parle par exemple, du nageur, qui est, médaille olympique, américain, heu, le plus connu au monde, Mmh. Phelps. Lui, il était diagnostiqué, TDAH, la maladie des troublements des comportements, et cetera, à l'âge de 9 ans. La prof, il a dit: «Tu ne seras personne dans la vie, tu seras nul, tu seras, tu fais que déranger la classe, tu seras, heu, une personne, parmi, quelqu'un d'autre». Il a fait quelque chose qu'en fin de compte, il a trouvé sa passion, que c'était la natation. Mmh. Je crois qu'il a gagné 9 médailles d'or. Jeux olympiques, il a tout ramené à la maison. Fin de compte, il était dans un mauvais endroit, il avait un problème psychologique, mais ils étaient dans une case. Il avait même pas un problème psychologique, c'est pas un problème, c'est une autre manière de penser. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est se dire qu'on est tous différents, on fonctionne tous différemment et on a tous des compétences et des qualités. Et la question, c'est de découvrir lesquelles elles sont et de les mettre en valeur. Maintenant, moi, ce que je me dis, c'est cette institutrice ou cette prof, elle en avait pas après lui.
elle en avait après elle-même. Oui. C'est problématique. On ne peut pas discuter maintenant du système parce que je pense que ce serait encore un autre sujet. Mais je pense que même quand on se retrouve dans une situation où les gens nous critiquent, la première chose qu'il faut se dire, c'est eux, c'est pas moi. On peut toujours se poser la question: «Qu'est-ce que j'ai fait?» Ceux qui se posent jamais la question, qui disent: «C'est toujours la faute des autres», c'est problématique aussi. Mais on est toujours responsable de ce qu'on fait, on est toujours responsable de comment est-ce qu'on rayonne sur le monde autour de nous et si quelqu'un nous envoie des choses qui sont pas positives, là déjà, il faut se poser la question: «Est-ce que c'est vraiment vrai? Quelles sont mes convictions?» Et au final, lui dire: «Bah, c'est lui, c'est elle». Mais d'un autre côté, moi, je suis responsable de la manière alors un enfant, c'est encore différent, mais en tant qu'adulte, moi, je suis responsable aussi de la manière dont, bah, je prends ces choses-là. Est-ce que je les prends pour acquises parce que c'est une figure d'autorité qui m'a dit que j'étais comme ça? Si on le met, par exemple, sur l'environnement du travail. C'est mon chef qui m'a dit que, j'étais un bon à rien. Finalement, est-ce que je suis vraiment un bon à rien? Est-ce que c'est pas lui qui est peut-être mal réveillé? Il a peut-être des problèmes chez lui. La question, c'est vraiment, on est toujours en mesure de pouvoir décider qui on est, qu'est-ce qu'on fait et de faire les bons choix pour soi. C'est fou, je vais te laisser la parole, mais je vais juste te dire parce que mon père, il me disait à l'époque, quand elle était en vie, que nous, on donne le doigt à quelqu'un, et il me disait toujours, donne le doigt à quelqu'un, tu as trois vers toi et tu as un vers le Dieu. Et alors, il me faisait, avant que tu dises quelque chose, n'oublie pas que tu as trois vers toi, tu as un vers en haut et un vers la personne. Ça veut dire que il faut, et je pense que les gens, ils n'ont pas encore compris ça. C'est plus facile de dire que la faute, comme tu dis, la faute, c'est au patron, ou que la faute, c'est aux collègues de travail, mais jamais regarder les trois doigts qui sont vers eux et disant, peut-être ça vient de moi. Bah, ils sont peut-être en faute, mais qu'est-ce que moi je peux faire? Parce que finalement, on peut passer sa vie à se dire que la vie est pas juste, que le monde est pas juste, que, nos parents ont fait des erreurs, que, nos instituteurs ont fait des erreurs, que si seulement je m'étais pas blessée aujourd'hui, je pourrais faire le sport que j'ai toujours rêvé de faire et la vie est injuste. C'est vrai, mais en vrai, on est responsable. Finalement, c'est comme un jeu de cartes. Tu as ton jeu dans la main et après tu sais ce que toi tu en fais et tu peux en faire des belles choses comme tu peux te dire: «Ah bah, j'ai un jeu, je vais pas m'en sortir avec». Tu as toujours les cartes en main pour faire quelque chose. Moi, si je peux donner un exemple, il y avait une chose qui m'avait marquée quand j'étais ado. Je pense que c'est ça qui a conditionné ce que je suis aujourd'hui. J'ai vu un reportage sur quelqu'un qui avait été amputé des 2 bras et des 2 jambes et cette personne-là avait traversé la Manche à la nage. Je me suis dit: «Si celui-ci, il arrive à faire ça, mais alors on est tous capables de tout». C'est un bel exemple. C'est chouette. Et là, si tu pouvais justement, si les gens qui nous regardent, ils sont prêts à franchir ce cap, qui ont envie de changer ou essayer d'adopter une autre façon de penser, et cetera, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Parce qu'on le sait qu'il y a un processus de changement, il faut déjà en prendre conscience, il faut avoir envie de changer, puis après il faut passer à l'étape du changement, donc qu'est-ce que tu leur conseillerais? Déjà pour moi, la première chose, c'est change ta manière de penser et tu changes ton monde. Donc si tu prends conscience, commence à te rendre compte des choses négatives ou qui ne peut-être pas négatives, mais des choses qui ne te servent pas. Remarque-les. La première chose, c'est remarque-les, arrête-toi, pose-toi la question. Et si tu as besoin d'aide, va en parler à ton conjoint, va en parler, à une personne de confiance, ton meilleur ami, peu importe qui. Le fait de pouvoir mettre des mots aussi sur ce que tu ressens, ça te fait déjà avancer. S'ils veulent venir me voir, ils peuvent venir me voir, mais ce que je veux dire, c'est que la première chose, c'est la prise de conscience et comme je dis toujours: «Change ta manière de voir les choses et tu changes ton monde». Complètement, et je rebondis juste sur, pour cette connaissance de soi. Moi, je pense qu'il est important parce que finalement, c'est un peu la base pour après, on se rend compte que si nous-mêmes, on a un bon positionnement, bah, finalement, les gens en face, ils s'adaptent et tout est clair si on met nos propres limites. Donc justement, pour retrouver,
qui on est, et cetera. Est-ce que tu penses pas qu'il faut revenir à l'origine, peut-être débloquer certains ancrages, Oui. comme on en parlait, qui nous ont été peut-être, mis? Est-ce qu'il faut pas revenir à l'origine pour justement que tout se réajuste et pouvoir faire place à ce changement? Ça, c'est sûr. Moi, c'est ce que je fais avec mes clients. Je vais toujours à la source de leur comportement. Donc je questionne. C'est eux, enfin, c'est pas moi qui y vais, c'est eux qui vont à la source de leur comportement. Hem et la question qui se pose à chaque fois, c'est: «Bah, je réagis comme ça. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Parce que dans le passé, ça m'a servi. Est-ce que ça me sert aujourd'hui? Et est-ce que je veux le garder ou pas?» On change pas comme ça, on claque pas des doigts et on est une autre personne. Ça demande un travail de tous les jours, mais comme je le dis depuis le début, c'est ce travail-là, déjà d'une, il est faisable et de 2, bah, on a toujours la possibilité de le faire et ça prend du temps et il faut accepter que ça prend du temps, mais on peut. Ce que moi je dis à tout le monde pour en finir, moi je dis à tout le monde, la phrase que tu viens de dire. Moi, je pense que la première chose dans la vie, c'est d'être heureux. Peu importe le pays, peu importe où est-ce qu'on est, peu importe ce qu'on fait, on doit être heureux et on doit avoir cette sensation quand on se réveille le matin, que ça vaut la peine. C'est ça. Que, voilà, il arrive la journée, je dis comme ça, je suis fatigué, mais je suis content de le travail que j'ai réalisé. Et c'est ça que moi je te rejoins et heureusement que tu es là aussi pour pouvoir donner cet espoir à les gens parce que c'est ça que je souhaite que tout le monde il a dans sa vie. C'est être heureux et surtout au travail parce que tu as dit, c'est minimum 10 heures par jour. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire une petite, pas anecdote, mais une petite, quelque chose qui s'est arrivé, par exemple, d'un patient, sans dire les noms, d'un patient, par exemple, qu'il était hyper démotivé ou hyper triste. Tu peux nous raconter une petite histoire et que des changements et qu'aujourd'hui, peut-être, il t'envoie des messages. Est-ce que tu peux nous raconter une petite histoire comme ça? Et ben, moi, j'ai une personne qui m'a été envoyée par la médecine du travail parce que c'était une personne qui était à un cheveu de faire un burn-out. C'était une personne qui passait dans le secteur financier, qui passait 10, 12, 14 heures au travail, qui avait l'impression que le monde allait s'effondrer sur elle, qu'elle en faisait jamais assez, que ça n'allait pas. Il y avait rien qui allait. Ça avait un impact sur donc forcément sur son travail, ça avait un impact sur sa vie de couple, ça avait même un impact sur sa vie familiale et sur sa vie sociale avec ses amis. Elle voyait plus ses amis, ça se passait pas bien dans son couple, enfin, il y a eu plein de choses où elle était vraiment mal, mais mal avec le grand M. Elle était mal et on a travaillé sur qu'est-ce une de mes questions préférées, c'est: «Qu'est-ce qui fait que?» Qu'est-ce qui fait que tu es 14 heures au travail? Est-ce que c'est parce que tu en as besoin? Est-ce que c'est la charge de travail? Est-ce que c'est parce que c'est toi qui le vois comme ça? Et au final, en fait, avec ce travail-là qu'on a fait ensemble, qu'est-ce qui fait que tu ne vois plus tes amis? Qu'est-ce qui fait que tu es trop fatigué quand tu rentres le soir pour te dire que tu vas faire une petite marche? Qu'est-ce qui fait que tu dors pas? Qu'est-ce qui Et une fois qu'on a compris le «qu'est-ce qui fait que», on s'est posé la question: «Est-ce que ce qu'est-ce qui fait que c'est vraiment vrai tel que c'est? Ou est-ce que c'est moi qui pense que c'est comme ça? Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on peut faire différemment?» Aujourd'hui, c'est une personne qui se rend compte que finalement son travail, il lui plaît beaucoup, qui a réussi à avoir une relation, elle est chef d'équipe, qui a réussi à se rendre compte que, bah, finalement son équipe est là pour la soutenir et qu'elle fait très bien les choses, son équipe. Qui a réussi à replacer ses responsabilités parce qu'en fait, elle s'était rendue compte que les 14 heures qu'elle faisait par jour, c'était parce qu'elle faisait le travail des personnes qui devaient le faire et au final, elle a réussi à se dire: «Non, en fait, c'est pas mon travail» et elle a réussi à reprendre sa position au travail et c'est une personne qui est saine, qui a réappris à faire à manger, qui a réappris à se faire plaisir, qui a réappris à dormir correctement et ça, c'est entre nos mains.